Bien, alors le cours que nous allons faire aujourd'hui, ce sera la suite du cours que nous avons fait en présentiel. Nous, on s'était arrêté la dernière fois à la fin du chapitre du théorème de Gauss et nous allons enchaîner avec le chapitre suivant qui sera consacré aux conducteurs électriques en équilibre électrostatique. Pour introduire ce chapitre, nous avons commencé par faire quelques rappels et faire quelques définitions. Donc, grand 1, définition. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? Vous savez que les matériaux en général, on peut les diviser en deux catégories grossières, les conducteurs et les isolants. Les conducteurs, ce sont les matériaux qui permettent le passage du courant électrique et les isolants, comme vous le savez, ce sont les matériaux qui ne le permettent pas. Alors pourquoi est-ce que les conducteurs sont conducteurs et les isolants sont isolants? Bien, tout simplement parce que vous savez, si je prends un matériau qui est sous forme de cristal, que je peux représenter par des noyaux autour desquels vous avez des électrons qui tournent, et bien sûr, les électrons qui gravitent autour des noyaux, on peut les diviser en des électrons qui sont très fortement liés à la structure. Donc la force d'interaction qui les relie au noyau est très grande, et des électrons qui sont un peu moins assignés aux effets des noyaux. Et ce sont ces électrons-là, les électrons qui sont très loin des effets électriques des noyaux, qu'on appelle les électrons libres, ou bien les porteurs de charge libres. Et ces porteurs de charge, ils peuvent se déplacer facilement, alors que dans le cas des isolants, pratiquement tous les électrons sont très fortement liés à la structure et par conséquent, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc un conducteur, je peux le définir de la façon suivante. Un conducteur est un matériau qui contient un grand nombre de charges libres qui peuvent se déplacer, qui peuvent se mettre en mouvement, qui peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique même très faible. Donc c'est ça la définition d'un conducteur, c'est un matériau qui contient un grand nombre de charges libres qui peuvent se déplacer et se mettre en mouvement d'ensemble sous l'effet d'un champ électrique, même si le champ est très faible. Alors si le champ n'existe pas, ça ne veut pas dire que les charges sont immobiles, au contraire, ils sont en mouvement, mais leur mouvement est aléatoire et par conséquent leur vitesse moyenne est égale à zéro. Si le champ externe est nul,
Ces charges libres sont en mouvement aléatoire telle que leur vitesse moyenne est égale à 0. Si je peux schématiser le mouvement schématiquement d'une charge, bon, ça sera quelque chose qui est comme ça. Ça se déplace dans toutes les directions, dans tous les sens, mais en restant toujours dans la même région, ce qui veut dire que la vitesse moyenne est égale à 0. Pour comprendre ces situations, je peux schématiser le cas d'une charge qui est en mouvement, dont la vitesse moyenne n'est pas égale à 0, ben, il va y avoir un mouvement qui est de cette forme-là. C'est aléatoire, mais avec le temps, on voit qu'il y a un certain déplacement. Dans ce deuxième cas, la vitesse moyenne est différente de 0. Bien, alors quand est-ce qu'on va dire qu'un conducteur est en équilibre électrostatique? Parce que le chapitre est intitulé Conducteur en équilibre électrostatique. Nous avons défini ce que c'est qu'un conducteur et nous allons maintenant définir ce que c'est qu'un conducteur en équilibre électrostatique. Petit 2. Un conducteur est en équilibre électrostatique s'il n'est le siège d'aucun mouvement d'ensemble des charges libres. S'il n'est le siège d'aucun mouvement d'ensemble des charges libres. C'est-à-dire que les charges libres dans ce conducteur en équilibre, elles sont en mouvement aléatoire et que leur vitesse moyenne est égale à 0. La vitesse moyenne de chaque charge libre, il sera égal à 0. Donc il n'y a pas de mouvement d'ensemble, il n'y a pas de flux de charge qui va se produire. Dans ce cas, on dit que le conducteur est en équilibre. En se basant sur ces définitions, quelles sont les propriétés? Ce sera l'objet du paragraphe 2. Quelles sont les propriétés d'un conducteur en équilibre? Propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. Les propriétés d'un conducteur électrostatique, nous allons les déduire à partir de la définition. Vous allez voir que ce sont des propriétés qui sont des conséquences immédiates de la définition. En fait, puisque on a défini un conducteur en équilibre par un conducteur dont les charges libres ont une vitesse moyenne qui est égale à 0, ben ça veut dire automatiquement qu'il n'y a pas d'accélération. Ça veut dire qu'ils ne sont pas accélérés. Ben, si les charges ne sont pas accélérées, donc gamma est égal à 0, vitesse moyenne
égale à 0, ça veut dire que l'accélération est aussi égale à 0. Accélération égale à 0, donc d'après le principe fondamental de la dynamique, je peux dire que la résultante des forces qui s'appliquent sur chacune des charges est égale à 0. Donc, et puisque une charge ne subit que l'action de la force électrostatique, on néglige le poids d'une charge est vraiment négligeable, alors ça veut dire que F est égal à QE est égal à 0. Donc le champ, ça c'est la première propriété, le champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, je l'appelle EI, le champ EI à l'intérieur d'un conducteur en équilibre est nul. Et j'écris EI égale à 0. Ça, c'est la première propriété d'un conducteur en équilibre. À l'intérieur du conducteur, le champ électrostatique est égal à 0. La deuxième propriété qui est une conséquence de cette première propriété, c'est quelle sera la propriété du potentiel. Sachant que E est égal à moins gradient V, et puisque j'ajoute l'indice I pour parler du conducteur, je parle du potentiel du conducteur à l'intérieur du conducteur et du champ à l'intérieur du conducteur. Donc EI égale à moins gradient VI égale à 0, puisque I est égal à 0, ce qui veut dire automatiquement que le potentiel VI est une constante. C'est la deuxième propriété, le potentiel à l'intérieur d'un conducteur en équilibre est le même en tout point de ce conducteur. Chaque point du conducteur possède la même valeur du potentiel lorsque le conducteur est en équilibre électrostatique. La troisième propriété, qui est aussi une conséquence de ce qu'on vient de dire, elle s'obtient à partir de la forme locale du théorème de Gauss, que je rappelle. Ici, vous avez divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Et si je suis à l'intérieur du conducteur, je vais avoir divergence de EI égale à ρ sur epsilon 0. Et puisque I est égal à 0, eh bien, ce sera égal aussi à 0, ce qui implique automatiquement que la densité volumique de charge est égale à 0. Donc, dans le volume d'un conducteur, la densité de charge est égale à 0, ce qui veut dire que dans le volume du conducteur, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Il y a des charges libres puisque c'est un conducteur, mais les charges libres sont compensées par les autres charges de façon à ce que la charge totale à l'intérieur du volume est égale à 0. Donc la densité est égale à 0. Alors, si le conducteur n'est pas neutre, c'est-à-dire que si le conducteur est chargé, ça veut dire que la charge excédentaire, il va se mettre nécessairement à la surface du conducteur. Donc la conséquence suivante, si le conducteur est chargé, alors sa charge
va se répartir sur la surface du conducteur. Si le conducteur est chargé, sa charge va se mettre sur la surface du conducteur. Donc nous avons ici globalement les différentes propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. Le champ à l'intérieur est égal à 0. Le potentiel est constant en tout point et la densité volumique de charge ρ est nulle, ce qui veut dire que si le conducteur n'est pas neutre, lorsqu'il est chargé, la charge excédentaire va se répartir à la surface du conducteur en équilibre. Bien. Alors le champ est nul à l'intérieur, quelles que soient les circonstances lorsque le conducteur est en équilibre, qu'il soit chargé ou non. Même s'il y a une charge excédentaire, le champ à l'intérieur restera toujours égal à 0. Mais quel sera le champ à l'extérieur d'un conducteur si le conducteur est chargé? Alors, c'est ce que nous allons voir ici à travers le chapitre, le paragraphe suivant, le grand 3, qui est le théorème de Coulomb. Grand 3. Théorème de Coulomb. Ce théorème va me permettre de déterminer le champ au voisinage d'un conducteur chargé en équilibre. Donc, soit un conducteur chargé en équilibre, on va supposer que la charge est une charge positive. Donc, puisque le conducteur est en équilibre, ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai le champ I égale à 0. J'ai le potentiel V qui est égal à une constante et 0 qui est égal à 0. La charge excédentaire va se mettre en surface. Si je suppose qu'elle est positive, donc je vais avoir des charges réparties sur la surface. Et ce sera réparti de manière quelconque, ce n'est pas nécessairement une répartition uniforme. Bon, c'est clair que cette distribution de charge va créer à l'extérieur du conducteur un champ électrostatique parce qu'on a une répartition de charge positive. Alors, quel sera l'objet du théorème de Coulomb? Eh bien, le théorème de Coulomb va me permettre de donner l'expression du champ électrostatique en un point M infiniment voisin de la surface du conducteur. Soit M un point au voisinage du conducteur chargé, comment déterminer le champ E au point M, qui est un point à l'extérieur du conducteur. Donc, je ne peux pas dire que le champ au point M est égal à 0 parce que M n'est pas à l'intérieur du conducteur. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons rappeler un certain nombre de propriétés. Nous savons que les lignes de champ, ça nous l'avons déjà vu, que les lignes de champ sont toujours normales aux surfaces équipotentielles. C'est une propriété que nous avons déjà établie. Et puisque
Le conducteur est en équilibre, ça veut dire que la surface du conducteur est une surface équipotentielle, parce que son potentiel est constant. Et par conséquent, ça veut dire que les lignes de champ seront des lignes qui sont normales à la surface du conducteur. Ça, c'est bien cette information parce qu'il me permet de connaître la direction du champ électrostatique au point M. Je sais que cette direction, elle est normale à la surface. Et puisque j'ai cette information, je peux l'exploiter pour déterminer la valeur du champ E au point M en utilisant le théorème de Gauss. En utilisant le théorème de Gauss, mais il faut choisir judicieusement une surface fermée sur laquelle je peux appliquer le théorème de Gauss. Eh bien, cette surface, ce sera une surface qui est constituée par un élément de surface ds qui est au voisinage, qui contient le point M, donc il est au voisinage de la surface du conducteur. Sa taille elle est tellement petite pour que je puisse supposer que le champ E sur toute la surface ds est le même, ce qui est tout à fait normal parce que ds est infiniment petit. Et puis je vais ajouter une surface latérale qui va relier la surface ds à la surface du conducteur. Ça va me donner une surface que j'appelle dsL. C'est une surface, elle aussi, qui est infiniment petite parce que sa hauteur, elle tend vers 0. N'oubliez pas que le point M est un point au voisinage de la surface. Et puis je complète le reste. Là, ça, je peux l'imaginer comme étant le bouchon d'une bouteille. Vous voyez là, c'est une surface ds avec la surface latérale. Ça a la forme du bouchon d'une bouteille. Et puis le reste de la surface, ça sera une surface qui va s'étendre à l'intérieur du conducteur en équilibre et que j'appelle SI. Donc soit M un point au voisinage du conducteur chargé et soit la surface fermée S qui est égale à la surface SI plus ds et plus dsL. L'ensemble de ces trois surfaces, la surface SI qui est quelconque à l'intérieur du conducteur et les surfaces infiniment petites dsL et ds qui sont à l'extérieur, l'ensemble constitue une surface fermée et je peux appliquer donc le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss, je peux écrire que le flux à travers la surface fermée S du champ E est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Le flux à travers S, je peux décomposer en trois flux. C'est le flux à travers SI, plus le flux à travers la surface latérale DSL. Et là, je n'ai pas besoin de faire l'intégrale parce que c'est un seul élément de surface. Je n'ai pas de somme. Donc, je peux écrire que c'est égal à E DSL et plus le flux à travers l'élément de surface DS, là aussi,
j'ai un flux élémentaire que je peux exprimer par E scalaire ds avec E. Ici, c'est le E au point M égale à QI sur epsilon 0. Alors, quelles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Les charges sont à l'intérieur de la surface de Gauss sont les charges qui sont ici, que je marque en rouge. Ce sont les charges qui se trouvent sur la même surface, sur la surface du conducteur, mais qui a la même valeur que le ds M. C'est l'équivalent d'un petit cylindre avec ds qui contient le point M, c'est la première surface de base, et l'autre, c'est la deuxième surface de base. Donc, ils ont la même valeur. Donc, c'est égal à dq. Cet élément de surface, je vais l'appeler dq. Et ce dq, c'est rien d'autre que la densité sigma de la charge excédentaire multipliée par ds et divisé par epsilon 0. Calculons la première intégrale, ça c'est évident que c'est égal à 0 parce que le champ E, ça c'est le champ EI, est égal à 0. À l'intérieur du conducteur, le champ EI est égal à 0, donc son flux est égal à 0. Le deuxième flux EDSL, produit scalaire, c'est rien d'autre que 0 parce que DSL et E sont perpendiculaires. E est normal et le DSL, il est tangent par rapport à la surface du conducteur. Donc, c'est aussi égal à 0. Le troisième terme, produit scalaire EM scalaire DS, puisque E est normal à la surface, ds est aussi normal à la surface, donc leur produit scalaire, c'est le produit de E par ds égale à sigma ds sur epsilon 0. On simplifie par les éléments de ds et on obtient la valeur du champ au point M qui est égale EM égale à sigma sur epsilon 0. Et si je tiens compte du fait que E est normal, je peux écrire l'expression vectorielle du champ E comme étant EM égale à sigma epsilon 0 multiplié par le vecteur normal N, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface du conducteur. Ce résultat constitue le théorème de Coulomb. C'est le théorème de Coulomb. Qu'on peut énoncer de la façon suivante. Vous avez l'énoncé dans votre polycopier. Au voisinage d'un conducteur en équilibre chargé, le champ est normal et son module, c'est égal à sigma sur epsilon 0. Avec, ne l'oubliez pas, sigma, c'est la valeur de la densité superficielle des charges sur le conducteur au voisinage du point M. Ça, c'est le théorème de Coulomb, qui est un théorème intéressant qui sera très utile par la suite. Après ce théorème, nous allons passer maintenant à l'étude des propriétés des conducteurs creux. On va définir ce que c'est qu'un conducteur creux et quelles sont les propriétés qui vont découler du fait qu'il soit en équilibre. Donc, propriété d'un conducteur creux.
pense que ce grand 3. C'est quoi un conducteur creux? Définition. Un conducteur creux, c'est un conducteur qui présente une cavité à l'intérieur, une cavité vide. On peut le représenter de la façon suivante. Vous avez votre conducteur et puis à l'intérieur, il y a une cavité vide. Là, c'est le matériau conducteur et puis à l'intérieur, il y a un vide qu'on appelle une cavité. C'est un conducteur qui présente une cavité. Ça correspond à la cavité. Quelles sont les propriétés d'un tel conducteur? C'est sûr que dans la partie matérielle, là où il y a le conducteur, si le conducteur est en équilibre, je vais avoir les mêmes propriétés que ce que nous avons déjà établi. Donc, propriété, c'est-à-dire que je vais avoir le champ à l'intérieur égal à 0, le potentiel V égal à VI égale à constante, et la densité volumique de charge ρ est égale à 0. Ça, c'est vrai pour tous les conducteurs, quel que soit leur type. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelles seront les propriétés de la cavité elle-même? La cavité, il est vide. C'est pas de la matière, c'est pas un conducteur. Mais, puisqu'il est à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, il va avoir un certain nombre de propriétés que nous allons présenter tout de suite. D'abord, je vais insister sur la chose suivante. Si la cavité est vide, ne contient pas de charge, si la cavité ne contient pas de charge, ça c'est la condition de départ. Si la cavité ne contient pas de charge, je vais avoir les propriétés qui vont suivre. Sinon, s'il contient des charges, ce qui va suivre ne sera pas vrai. Donc si la cavité ne contient pas de charge, quelles sont les propriétés qu'on va avoir? D'abord, parlons du potentiel de la cavité, si la cavité ne contient pas de charge. Est-ce que je vais avoir une fonction qui va varier, un potentiel qui sera variable, un potentiel qui est constant? Enfin, quelles sont les propriétés de cette cavité concernant le potentiel? Eh bien, puisque la paroi de la cavité appartient au conducteur, ça veut dire que tous les points de la paroi de la cavité sont au même potentiel. Les points de la paroi de la cavité sont au même potentiel. C'est-à-dire que la paroi constitue une surface équipotentielle. Et sachant que le potentiel est une fonction qui est continue. Donc si je me déplace d'un point de la cavité vers un autre point qui est diamétralement opposé, qui est de l'autre côté,
en passant par la cavité. Que va faire le potentiel? Eh bien, nous avons trois possibilités. Ou bien il va d'abord croître, ou bien il va décroître, ou bien il va rester constant. On va discuter les trois cas. Si il commence par augmenter, ça veut dire que pour revenir à sa valeur de départ au niveau de l'autre point, si je prends un point M ici, un point M' en face, si le potentiel augmente, je vais le tracer comme ça en rouge, si je suppose que le potentiel augmente. Pour revenir à sa position, il doit redescendre. Ce qui veut dire qu'il doit passer par un maximum. Ça, c'est le premier cas. Or, nous avons déjà vu que le potentiel ne présente d'extrémum que sur une charge. Le potentiel, ça vous pouvez revenir au premier chapitre de l'électrostatique et vous allez retrouver cette propriété que nous avons déjà établie. Le potentiel ne peut présenter d'extrémum, c'est-à-dire de maximum ou bien de minimum, que sur une charge. Le maximum, c'est sur une charge positive, le minimum, c'est sur une charge négative. Or, nous avons dit que la cavité ne contient pas de charge, ce qui veut dire que je ne peux pas avoir de maximum. Si je suppose dans le deuxième cas que le potentiel commence par décroître. Alors dans ce cas, pour rejoindre la valeur de départ, il est obligé de croître, ce qui veut dire qu'il va passer par un minimum, ce qui est aussi impossible parce que le minimum de potentiel ne peut être situé que sur une charge négative. Et nous avons supposé au départ que la cavité ne contient pas de charge. Donc les deux possibilités, vont donner, enfin les deux cas sont impossibles. Donc ce sont deux possibilités à écarter et il ne reste que la troisième possibilité, c'est-à-dire que le potentiel reste constant dans la cavité. Si le potentiel reste constant dans la cavité, il va garder la même valeur et par conséquent, je peux dire que le potentiel dans la cavité est le même que le potentiel dans le conducteur. Donc je résume ce que je viens de dire. Les points de la paroi de la cavité sont le même potentiel. Donc nécessairement, le potentiel dans la cavité est le même que celui du conducteur. Car il n'y a pas de charge dans la cavité et par conséquent, pas d'extrémum
de V. Donc la propriété que je viens d'établir, c'est que V dans la cavité égale à V dans le conducteur, égale bien sûr à une constante. Le potentiel dans la cavité vide, qui ne contient pas de charge, est un potentiel qui est constant. Alors le reste va être évident. Puisque V de la cavité est égal à constante, quel sera le champ dans la cavité? Vous avez la relation E dans la cavité égale à moins gradient de V dans la cavité et qui sera égal aussi à 0. Le potentiel dans la cavité d'un conducteur creux est égal aussi à 0. Et bien sûr, bien évidemment, cavité vide, donc ρ est égal à 0 dans la cavité. Cavité non chargée, donc ρ de la cavité est aussi égal à 0. Donc, dans la cavité, j'ai les mêmes propriétés que dans le conducteur. J'ai le champ E qui est égal à 0, j'ai le potentiel qui est constant et qui est le même que celui du conducteur, et j'ai ρ qui est égal à 0. Donc, on a étendu les propriétés d'un conducteur, qui est un matériau, à sa cavité qui est normalement vide, lorsqu'il ne contient pas de charge. Je répète, si la cavité contient des charges, alors dans ce cas, le raisonnement que je viens de faire ne sera plus valable. Parce que s'il contient des charges, le potentiel peut présenter un extrémum, et donc il n'est pas constant. S'il n'est pas constant, le champ n'est pas nul, et aussi la distribution de charges, la répartition de charges sera, la densité de charges sera non nulle. Alors maintenant, la question qui se pose, si le conducteur est chargé, si le conducteur creux est chargé, où se trouve, si le conducteur creux est chargé, où va se trouver les charges excédentaires? Lorsque le conducteur n'est pas chargé, les charges se trouvent sur la surface du conducteur. Conducteur non creux, vous avez uniquement la surface externe. Mais si le conducteur est creux, on a maintenant deux surfaces, une surface interne et une surface externe. A priori, on va dire que la charge va se répartir sur les deux surfaces, interne et externe. Vérifions est-ce que c'est possible ou non. Alors pour cela, on va montrer la chose suivante. Je schématise mon conducteur creux qui est en équilibre, bien sûr. J'ai EI égale à 0, j'ai ρ égale à 0 et j'ai V égale à constante. Dans la cavité, j'ai la même chose. EC égale à 0 et j'ai V qui est égal à constante. Si le conducteur est chargé, par exemple positivement, je vais supposer que la charge excédentaire va se mettre sur les deux surfaces. Je vais avoir des charges ici sur la surface externe et aussi des charges sur la surface interne. Si c'est le cas, si j'ai des charges sur la surface externe et sur la surface interne, je vais essayer d'appliquer le théorème de Gauss.
On choisit une surface fermée. S complètement dans le conducteur. Complètement dans le conducteur. Donc il va entourer la cavité, la surface interne. Elle entoure la cavité. Je représente ici cette surface. Elle est comme ça. Voilà la surface fermée S. Lorsque j'ai représenté les charges, là je vais avoir une charge externe et là une charge interne sur la surface interne. Donc si j'applique le théorème de Gauss à cette surface, qu'est-ce que je vais obtenir d'après le théorème de Gauss? Je vais avoir le flux de E à travers cette surface fermée S ds égale à QI sur epsilon 0. Le flux de E à travers la surface fermée dans le conducteur, le champ E est égal à 0. Donc ce flux est égal à 0. Égal. Quelle est la charge à l'intérieur de la surface de Gauss? Eh bien, c'est clair que la charge à l'intérieur, c'est la charge Q sur la surface interne, Q interne que j'ai ici. Ce qui implique que la charge sur la surface interne est égale à 0. Conclusion, si le conducteur creux est chargé, donc nécessairement, la charge est répartie sur la surface externe. La charge est répartie sur la surface externe. Et il n'y a rien sur la surface interne. Donc je résume, pour un conducteur creux en équilibre, s'il ne contient pas de charge dans la cavité, alors dans la cavité, le champ est nul, le potentiel est constant, il est le même que celui du conducteur, ρ est égal à 0, et si le conducteur creux est chargé, la charge excédentaire va se mettre sur la surface externe du conducteur en équilibre. Sur la surface de la cavité, il n'y aura rien. Si maintenant le conducteur creux présente une ouverture qui relie la cavité vers l'extérieur,
si le conducteur creux présente une ouverture, comme ça par exemple, qui relie la cavité à l'extérieur, je vais avoir mon conducteur qui est comme ça, avec une ouverture. Là, vous avez la cavité. Ça, c'est l'ouverture. Et là, c'est le conducteur. Bien, lorsque c'est un conducteur en équilibre, je vais avoir toujours E, I égale à 0, V égale à constante, et ρ égale à 0, aussi bien dans la cavité que dans le conducteur. Qu'est-ce que je peux dire du vide de l'ouverture? Quel sera le champ? Quel sera le potentiel? Et quelle sera la densité de charge? Eh bien, en faisant exactement le même raisonnement, on va dire que la paroi de l'ouverture est une surface équipotentielle. Le potentiel étant constant et étant une fonction continue, alors, si je passe d'un point vers un autre point de l'ouverture, en traversant l'ouverture, eh bien, le potentiel ne peut que rester constant, parce qu'il ne présente pas d'extrémum. Et puisqu'il reste constant, donc le potentiel dans l'ouverture est égal à une constante, potentiel constant, donc le champ est égal à 0, E est égal à moins gradient V, et ouverture vide, donc ρ est égal à 0. Si le conducteur est chargé, les charges ne peuvent pas se mettre sur la paroi de l'ouverture, ils vont se mettre toujours à l'extérieur. Donc si le conducteur creux présente une ouverture qui relie la cavité à l'extérieur, par le même raisonnement, on peut dire que le potentiel, par le même raisonnement, dont l'ouverture E est égal à 0, V égale à constante et ρ égale à 0. Et si le conducteur est chargé, la charge ne va pas se mettre sur la paroi, il va se mettre sur la surface externe du conducteur. Ça me permet de dire que le conducteur creux peut avoir plusieurs ouvertures et garder les mêmes propriétés. Et en particulier, on peut l'utiliser sous forme d'une cage. C'est le cas de la cage de Faraday, une cage métallique qui sera bien sûr constituée par des filaments d'acier et il va présenter un grand nombre d'ouvertures et ça ne va rien changer à ses propriétés. Nous allons voir par la suite l'utilité d'une telle cage. Bien, je vais enchaîner maintenant par la notion de capacité d'un conducteur seul. Capacité d'un conducteur seul.
conducteur seul, c'est-à-dire il est tout seul dans l'espace. Je vais supposer que j'ai un conducteur en équilibre. Je suppose qu'il est chargé. La charge va se mettre sur la surface. La charge peut être une charge positive ou bien une charge négative. Mais pour la représentation, je vais prendre des charges positives, mais on peut aussi bien prendre des charges négatives. Les propriétés sont toujours les mêmes. EI égale à 0. V égale constante. Et ρ égale à 0. Bien. Alors cette distribution de charge qui est répartie sur la surface, il sera répartie avec une densité volumique de charge sigma, de façon à ce que la charge totale peut être écrite de la façon suivante. Q égale à la double intégrale sur la surface du conducteur S, qui est une surface fermée parce qu'il limite le volume du conducteur, de sigma ds. Et aussi, je peux calculer le potentiel ou bien exprimer le potentiel V, qui est le potentiel du conducteur. Je le calcule en un point quelconque du conducteur, que je peux choisir comme je veux, et son expression, il sera l'intégrale sur la même surface fermée S de dq, c'est sigma ds, sur 4pi epsilon 0 petit r. Avec bien sûr petit r, c'est la distance qui sépare l'élément ds du point M où on calcule le potentiel, sachant que ce point peut être quelconque dans le conducteur puisque le potentiel est constant. Donc en regardant ces deux expressions, je vois qu'ils dépendent clairement de la répartition de charge de la densité sigma. Donc si par hasard, je multiplie sigma par un coefficient alpha, un coefficient alpha quelconque. Si je multiplie sigma par un coefficient alpha, donc on aura sigma prime égale à alpha multiplié par sigma. Ce qui veut dire que nous allons avoir une nouvelle charge et un nouveau potentiel. Dans ce cas, K, la charge Q', la nouvelle charge du conducteur, ça sera intégrale de alpha sigma ds, qui est rien d'autre que alpha multiplié par Q. Et de la même manière, le nouveau potentiel V', il sera égal à alpha multiplié par V. Donc, chaque fois que je modifie la répartition de charge, automatiquement la charge va changer et le potentiel aussi va changer. Et en suivant les expressions que nous avons posées ici, je vois que la nouvelle charge Q' c'est alpha multiplié par Q et V' c'est alpha multiplié par V. Ça veut dire quoi? En regardant ceci, puisque alpha est un coefficient quelconque, je peux constater que le rapport Q' sur V', c'est égal à Q sur V
Oui, ça sera égal à Q seconde sur V seconde, égal à une constante C. Alors cette constante C, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un conducteur seul. C'est une constante appelée capacité d'un conducteur seul. Son unité, ça sera coulomb sur volt, et coulomb sur volt, c'est le farad. En farad, le symbole F. Donc ça, c'est un résultat intéressant. La capacité, ou bien la charge d'un conducteur, est proportionnelle à son potentiel, et le rapport de proportionnalité, Q sur V, c'est une constante qu'on appelle la capacité du conducteur et qui est mesurée en farad. On rappelle que le farad, c'est une unité qui est très grande, il est énorme. C'est pourquoi on utilise en général les sous-multiples du farad. On va citer un exemple pour montrer ceci. Je vais considérer le cas comme exemple. Exemple. On prend un conducteur sphérique de rayon grand R. Conducteur sphérique de rayon grand R, donc je vais le tracer. Centre O, rayon R. Et je vais essayer de chercher la capacité de ce conducteur sphérique en supposant que j'ai un potentiel V et une charge Q. La charge Q, comme on vient de le montrer, va s'écrire en fonction de la densité sigma. Il sera égal à l'intégrale double sur la surface S du conducteur, sigma ds. Et le potentiel V, je vais le calculer en un point particulier. Je vais le calculer au centre O. Mais je sais que le potentiel est constant partout, donc je choisis pour le point le plus simple à étudier, c'est le centre O. V est égal à V au point O, égal à l'intégrale double sur la surface fermée S de sigma ds sur 4 pi epsilon 0 grand R. Parce que quelle que soit la position de l'élément ds sur la surface de la sphère, la distance qui le sépare au centre O est toujours une constante qui est égale au rayon grand R. Donc ça va me permettre de dire que ça c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 grand R, l'intégrale de sigma ds sur la surface S, et l'intégrale de sigma ds c'est rien d'autre que la charge Q. Donc c'est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. D'où je tire l'expression de la capacité C de ce conducteur sphérique. C est égal à Q sur V.
et ça sera égal à 4pi epsilon 0 R. Vous voyez que la capacité, dans ce cas, il dépend de la forme géométrique du conducteur et il dépend aussi du matériau avec lequel est formé le conducteur. Mais en général, c'est égal à 4pi epsilon 0 R. Dans le cas d'un conducteur sphérique, c'est la capacité. Si je veux faire une application numérique, en prenant un conducteur sphérique énorme, qui est celui de la Terre peut être assimilée à un conducteur qui a une forme sphérique et qui a un rayon gigantesque, R est égal à 6400 km, eh bien si on fait l'application numérique, on trouve que la capacité de la Terre est égale à environ 700 microfarads. 700 microfarads, donc c'est quelque chose qui est très faible, c'est 0,7 millifarad, ce qui veut dire que vraiment l'unité de 1 farad, c'est quelque chose d'énorme, parce que la Terre tout entière a seulement comme capacité une capacité de 0,7 millifarad. Bien, nous avons terminé pour le chapitre d'aujourd'hui. Nous avons parlé des conducteurs en équilibre, leur définition, leurs propriétés, les propriétés de la cavité d'un conducteur en équilibre et la notion de capacité d'un conducteur. On arrête là pour aujourd'hui pour poursuivre le chapitre prochain qui sera dédié à l'influence électrostatique. Je vous remercie pour votre attention.